Maître d'un hélicoptère, les autorités françaises vont voir que, mais attendez, le GIA, il n'a pas d'hélicoptère en Algérie. Donc ça risquait de faire un problème. L'État algérien avait d'autres problèmes à régler pour ne pas s'en rajouter un. Donc il a mis cette version à l'époque. Juste une question, David. Aujourd'hui, on utilise d'autres moyens, d'autres techniques pour tuer des gens. Des camions, des voitures. Ou même autre chose. Est-ce qu'il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de... Pourquoi? C'est pas ça, c'est parce que quand vous voulez être sûr de ne pas vous faire repérer, vous allez louer un camion, vous êtes quelqu'un comme tout le monde. Vous commencez à vouloir acheter des armes, vous attirez l'attention. Parce que si vous n'êtes pas vous-même dans un groupe de trafiquants de drogue ou de bandits, de gangsters qui a des armes, le jour où vous allez les contacter pour acheter des armes, vous pouvez vous faire repérer par la police. Donc, au lieu de risquer de se faire arrêter, on passe avec quelque chose qui est discret. C'est du pragmatisme. C'est cynique, hein, mais ils utilisent une arme qui n'attire pas l'attention, tout bêtement. Alors, on continue toujours, hein, donc, avec David... voilà, يرد يدرسنا un livre يسمى Terreur de jeunesse, Zmerat Idna, Zmerat Nar, et c'est très intéressant. Pourquoi pas, hein, des conférences, débats avec David Zmerat Siblem, tout simplement à la guide. Alors David, comment vous vous êtes comporté quand vous étiez en prison? Quand j'arrive, donc, on ne me maltraite pas. Je ne suis pas torturé, je suis considéré comme un détenu lambda, même si on me laisse seul dans ma cellule, dans un premier temps, dans un deuxième temps du moins. Parce qu'au début, on me met avec d'autres... En fait, ce qui se passe, on m'envoie à la prison de la santé, dans le bâtiment C, à l'époque, le bâtiment C de la santé. Il y a 4 bâtiments, et chaque bâtiment est classé par ethnie. Donc le bâtiment A, c'est les Africains. Le bâtiment B, c'est les pays de l'Est. Le bâtiment C, c'est les clandestins principalement du Maghreb. Et le bâtiment D, c'est les Européens et les Français. Il y a un classement ethnique. Et moi, pour me punir, ils me mettent dans le bâtiment C, parce qu'ils se disent, bah, petit Français, avec les Algériens du bled, il va vite parler celui-là. Il ne sera pas à sa place. Sauf que moi, je suis comme le Houd fil Bahar. Je suis à mon aise. C'est-à-dire que au bout de quelques semaines, bien avec les Algériens. Quand, par exemple, il y a une action que je vois avec un Algérien, je peux rigoler avec lui sans parler, parce qu'on fait un mot, maintenant. Donc quand j'arrive, au bout de 6 mois, c'est moi l'imam de ma cellule. Et là, ils disent, bon, on va le transférer. Mais ce qui se passe, on me transfère à Villepinte. Et on me dit, vous n'avez le droit d'emprunter que 2 livres par semaine. Pas plus. J'entends 2 par semaine, ben je vais en lire 2 par jour. Mais par provocation. Sauf que je lis une fois le Coran en arabe complet chaque mois et 2 livres par jour. Je fais que ça. Je commence à lire et je ne m'arrête plus. Je lis. Et je commence à revoir ma grille de lecture du monde. C'est-à-dire que je commence à comprendre des choses auxquelles je n'avais pas eu accès jusqu'à présent. Parce que je ne m'étais jamais posé dans une lecture intensive. Alors, le roman, le récit, je le mets de côté. Hein. Les magazines, ça ne m'intéresse pas. Mais les livres de philosophie, histoire, géographie, biologie, physique, mathématiques, tout ça m'intéresse. Je prends tout ce que je peux, qui ne soit pas du blabla, hikayat, roman, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et au bout d'un moment, je commence à réaliser que tous les êtres humains, en réalité, tous rentrent dans un seul schéma. Chaque être humain décide de croire ou de ne pas croire. C'est un choix. Il décide de croire ou de ne pas croire. Mais il se positionne. C'est une décision. Chaque être humain veut une vie confortable et chaque être humain veut que ses enfants aient une meilleure vie que lui. Quand j'arrive à cette synthèse-là, je me dis, mais pourquoi s'entretuer pour des détails finalement? Pourquoi se faire la guerre alors qu'on pourrait tous travailler ensemble pour réduire la maladie, la faim, enfin, je comprends bien que la nature humaine, finalement, elle n'est pas si différente que ça, quelle que soit la culture. Quand vous allez dans n'importe quel pays du monde,
un parent normal vous dira que son souhait, c'est que ses enfants aient une meilleure vie que lui. Ça peut se résumer à ça, l'humanité. Donc je commence à me dire, mais pourquoi ils sont tous des koffars? Pourquoi ils vont aller tous en enfer? Pourquoi je juge les gens comme ça? Qu'est-ce qui me permet de juger les gens? Et la troisième étape, qui est presque la plus importante, on a une conférence avec un ancien déporté à Auschwitz, c'est à la maison d'arrêt de Villepinte. C'est ça. C'est sur base de volontariat. On peut y aller comme on peut ne pas y aller. Moi, je décide d'y aller. On est à peu près une trentaine à aller l'écouter. C'est un homme, M. Borland, Henri Borland, en 97. Il vient nous voir et il nous raconte qu'il a été enlevé lors de la rafle du Veldiv à l'âge de 15 ans. Il sera déporté à Auschwitz et il nous raconte son voyage en enfer. Et dans le public, il y en a un qui commence à dire « Ouais, mais il y en a que pour les juifs ceci, les juifs cela, nanani, nanana. » Et moi, j'ai déjà commencé ce processus de lecture. J'ai déjà accès à des informations. Et je lui dis « Mais si tu penses, toi, être issu d'une communauté qui a été persécutée, fais le même travail que les juifs. Fais un travail d'historien, fais un travail de romancier, fais un travail de mémoire, fais un travail de recherche, fais un travail d'écriture, fais un travail de production du souvenir de ça. Mais tu ne peux pas te contenter de dire qu'il y en a que pour eux si toi, tu ne fais pas autant qu'eux pour te souvenir des morts de ta communauté. » Et à un moment, je lui dis, j'espère être bien compris par les auditeurs, hein. Je vais essayer de ne pas déraper et de ne pas être mal compris du moins. C'est vrai que les Juifs ont été énormément persécutés, jusqu'à 6 millions de morts. Mais relativement, les Gitans ont été bien plus massacrés parce que c'était pas des millions de morts, mais c'était des 100% par pays. Dans tous les pays où les nazis sont passés, il a survécu quelques Juifs. Mais aucun Gitan, aucun Tzigane. Et donc, je finis mon histoire. Il nous dit, je dis, voilà, les Gitans, par exemple, ont beaucoup plus souffert dans certains pays. Enfin, c'est pas qu'ils ont plus ou moins souffert, c'est pas une échelle de valeur, c'est pas ça, mais proportionnellement, c'est des communautés entières qui ont été exterminées. Et quand on retourne en cellule, il y a un vieux Gitan qui est là. Il est là parce qu'il a inventé la machine à laver les billets. Quand les braqueurs volaient des billets dans les fourgons, il court 100 mètres, il y a une cartouche d'encre qui éclate. Et lui, il avait trouvé un moyen pour les laver. Il prend 20% au passage. Ils l'ont arrêté pour ça, il est en prison pour ça. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes amis déjà, plusieurs mois. Et quand on rentre en cellule, il me dit, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Et il me raconte une histoire. Il me dit, parce qu'il sait que je suis croyant, pour lui, je suis un espèce de curé, de pasteur. Les Gitans, ils ont une vision très sincère de la foi, mais pour eux, ils ne rentrent pas dans trop de détails. Hein. Ils ne sont pas trop comme nous, halal, haram. Ils sont vraiment dans une spiritualité. Et il me pose la question. Il me dit, lorsque j'étais petit, j'avais 6 ans, mon petit frère avait 5 ans, et ma mère, quand elle a vu arriver les nazis en France, elle a voulu se réfugier dans le sud, dans la zone libre. Elle était terrorisée, parce que toute sa famille venait d'être exterminée. Et cette femme, terrorisée, se sauve du nord de la France jusqu'au sud, mais elle n'a pas d'Ausweis pour traverser la frontière. Et il me dit, ma mère était une belle femme, et pour nous faire passer, elle a couché avec un officier allemand. Pour qu'un gitan vous fasse ce genre de confidence, c'est qu'il a vraiment confiance en vous. Il ne parle pas de ça à la légère, jamais. Et il me dit, d'après toi, c'est là qu'il me pose la question, est-ce que tu penses qu'elle est en enfer ou au paradis? Et je sais que quelle que soit ma réponse, il va l'accepter. Je le sais. Et à ce moment-là, j'ai un choix. Je me dis, si je réponds d'après l'idéologie wahhabite, elle va en enfer. Parce qu'elle a fait zina, parce que ceci, parce que... Il y a toujours un moyen de tuer les gens dans cette idéologie. Mais humainement, qui pourrait condamner une femme pour ce sacrifice d'amour pour sauver ses 2 enfants? Qui peut condamner une femme pareille? Et moi, je lui dis ça. Je dis, moi, d'après moi, je ne suis pas Dieu, j'en sais rien, mais j'ai du mal à penser qu'une femme qui fait ce sacrifice-là par amour pour sauver ses enfants, elle va aller en enfer. Et je ne pense pas qu'elle va... J'arrive pas à croire qu'une femme pareille peut aller en enfer. Et là, je vois devant moi cet homme qui porte ça depuis son enfance comme soulagé d'un poids. Ça me fait des frissons encore, rien d'en parler. Et ce soir-là, je réalise, je passe la nuit à pleurer, hein, comme un gamin, parce qu'il m'a tendu une perche. C'est-à-dire, il m'a permis, cet homme-là, de revenir définitivement à mon humanité. Jaminet de Belgique, il vous dit, il vous a fallu toutes ces lectures pour en arriver à de telles conclusions évidentes sur l'humanisme. Vous le perdez au passage, l'humanisme. Vous ne pouvez pas le conserver et rester djihadiste.
C'est à un moment, il faut faire un choix. Même si au départ, vous êtes humaniste, si vous validez tous les paliers de l'idéologie, à la fin, vous devenez un criminel. Hein. C'est fini l'humanisme. Parce que les juifs, il faut les tuer, les chrétiens, comme vous disiez, il faut les tuer, les yazid, les kuffars, les murtad, les adou, les chiites, tous ceux qui ne sont pas comme nous. Les athées. D'accord. Il nous reste encore 2 questions, après, mais j'espère que vous allez revenir. Avec plaisir, oui. Alors on parle de déradicalisation, créer des centres. Vous croyez à tout ça? Est-ce que vous pourriez leur donner, ce n'est que de petits conseils à tous ces gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent? Est-ce que ça existe, tout ça? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Alors Je complète juste la question, excusez-moi. Mohan, une tentative avait été lancée avec Dounia Bouzar, apparemment ça n'a pas marché. Donc est-ce que vous avez été contacté pour prendre la place de Dounia Bouzar? Jusqu'à présent, les autorités de mon pays ne m'ont pas jugé utile. Alors, j'ai quand même participé à la campagne Stop Djihadisme du gouvernement, le ministère de l'Intérieur, en novembre de l'année dernière. Mais par définition, les gamins ne vont pas sur les sites institutionnels comme celui du ministère de l'Intérieur. C'est un bon support pédagogique pour les parents, mais ça ne dissuade pas les gamins. Pour l'instant, il faut être clair, il n'y a aucun programme de déradicalisation nulle part dans le monde. Il faut bien être clair là-dessus. Parce que ça ne peut marcher que si le candidat en émet le souhait. Mais vouloir faire changer d'avis quelqu'un qui a un aqal sahih, impossible. Par contre, il faut effectivement que nous ayons des outils pour ceux qui émettraient le souhait de peut-être entendre un autre discours. Mais tant qu'il n'y a pas l'adhésion, encore une fois, du sujet, ça ne marche pas. À mon sens, la vraie priorité en réalité, c'est surtout de la prévention. On n'en est même pas là dans ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir des intervenants dans les écoles qui mettent en garde les gamins face à ce discours. On devrait avoir des gens avec un outil pédagogique et un discours adapté pour les gamins de collège et de lycée, parce que c'est eux qui sont séduits par cette idéologie. C'est à eux qu'il faut faire le travail de prévention. Et ça n'existe pas dans ce pays. C'est quoi, David?